Très content d'être avec vous. Ça faisait quelques années qu'on me parlait de cette initiative d'économistes et je suis très heureux de partager la tribune avec Olivier Bonfons et puis de voir dans l'Assemblée quelques têtes connues, mais heureusement une très grande majorité de têtes que je ne connais pas, ce qui est beaucoup plus important quelque part. Alors, je vais essentiellement présenter quelques éléments de mon dernier livre qui s'appelle Le système dette, histoire des dettes souveraines et de leur répudiation. Ce livre, c'est une mise en perspective historique du système dette dans son aspect dette publique, dette souveraine des États. Parce qu'on pourrait bien sûr faire aussi une mise en perspective historique des dettes privées illégitimes, des dettes des paysans, des dettes des ménages, aujourd'hui des dettes des étudiants, du microcrédit. Et là, c'est l'aspect dette privée et un nombre important de dettes privées sont de type illégitime. Mais avec cet exposé et le livre en question, je me concentre sur les dettes publiques. Les dettes publiques des États et l'effet qu'ont sur la liberté des États et des peuples de contracter des dettes pour des montants importants. Les effets que ça peut avoir sur leur destinée. Car effectivement, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé au niveau du destin de toute une série de peuples et de nations au XIXe siècle, au XXe siècle et en ce début de XXIe siècle, si on ne prend pas en compte la question des dettes souveraines. Par exemple, le livre commence à la fin des guerres napoléoniennes et au début des guerres d'indépendance des pays qui faisaient partie jusque-là, en Amérique du Sud, de l'empire colonial espagnol et qui ont conquis, au cours des années 1820, leur indépendance, avec des personnages historiques connus comme Simón Bolívar, Francisco de Miranda, le général San Martín en Argentine. La majeure partie des pays colonisés par l'Espagne entre le Mexique et la Terre de Feu ont réussi à obtenir leur indépendance en menant des luttes armées. Mais pour pouvoir financer leur lutte armée, les dirigeants indépendantistes ont contracté des dettes auprès des banquiers londoniens d'abord et plus tard essentiellement parisiens. Et les conditions que ces banquiers, avec le soutien de Sa Majesté britannique, ont fixées aux indépendantistes pour leur octroyer des crédits, ont entraîné les pays d'Amérique latine qui sortaient à peine de plusieurs siècles de colonisation brutale, les ont entraînés dans un nouveau cycle de dépendance. Parce qu'ils ont contracté des dettes dans des conditions tout à fait abusives. Des contrats que j'explicite dans le livre et que je ne peux pas développer ici en un exposé d'une demi-heure. D'ailleurs, est-ce que c'est possible toutes les 5 minutes de m'indiquer que j'ai utilisé 5 minutes ou sinon je vais pas y arriver et je vais dépasser mon temps. Les conditions abusives, c'est des taux d'intérêt extrêmement élevés. Le fait alors qu'on emprunte pour, par exemple, 10 millions de livres sterling, n'en recevoir que 3 millions, et j'explique pourquoi, à partir d'un emprunt de 10 millions, les leaders indépendantistes n'en reçoivent que 3, et la part qui va donc en commission aux banques qui ont participé à l'émission des titres de cette dette. Il y a donc la destinée des États latino-américains et leur existence présente la forme de subordination dans laquelle ils se trouvent est tout à fait liée à la manière dont ils ont
étaient amenés à financer leur lutte d'indépendance. Je dirais lié aussi au fait que, dès le départ, les leaders indépendantistes ont accepté qu'à partir du moment où leur État devenait réellement des États indépendants effectifs, ils respecteraient des accords de libre commerce avec la principale puissance mondiale à l'époque, la Grande-Bretagne. Ça, c'est du côté de l'Amérique latine. Mais si on passe du côté de la Méditerranée, on voit exactement se reproduire une situation identique. Dans les années 1820, des leaders républicains indépendantistes grecs lancent une lutte armée contre l'Empire ottoman pour obtenir l'indépendance de la Grèce. Ils empruntent à des banquiers britanniques. Ils ne reçoivent qu'une partie tout à fait mineure des sommes empruntées. Et dès 1830, à la naissance de la Grèce, 3 puissances constituent la première troïka moderne de l'histoire moderne de la Grèce indépendante, ou soi-disant indépendante. Et ces 3 puissances étaient la Grande-Bretagne, la France et l'Empire des Tsars, l'Empire russe. Ces 3 puissances constituent une troïka et contractent un nouvel emprunt à Paris en 1832-1833, qu'ils mettent sur le dos de la Grèce qu'ils viennent de créer, afin que cette Grèce rembourse les banquiers britanniques qui avaient octroyé aux leaders indépendantistes grecs des crédits en 1824-1825. Donc ce qui s'est passé en 2010 avec la constitution de la Troïka que nous connaissons tous, FMI, Banque Centrale Européenne, Commission Européenne, s'était déjà produit en 1830 avec la constitution d'une Troïka constituée de puissances publiques, de grandes puissances, qui contractent un emprunt auprès des marchés financiers de l'époque afin que le pays en train de naître puisse rembourser des dettes contractées à des banquiers privés. C'est ce qui s'est passé à partir de 2010 avec le mémorandum imposé à la Grèce et ce crédit de 110 milliards d'euros qui était octroyé à la condition que la Grèce applique des mesures d'austérité brutale et utilise l'argent prêté pour rembourser les banquiers allemands, français, hollandais, belges, luxembourgeois qui avaient prêté énormément au secteur privé et public grec dans les années 2000-2009. Alors on pourrait parler aussi, je vous parle du destin des nations, de la Tunisie qui était une province indépendante de l'Empire ottoman jusqu'à ce qu'elle devienne en 1881 un protectorat français, sous prétexte de la part de la France de prendre le contrôle des finances de la Tunisie afin de rembourser les banquiers français qui avaient prêté aux bey de Tunis. De même, l'Égypte est devenue un protectorat britannique avec une intervention militaire britannique en 1882, elle aussi pour rembourser la dette à l'égard des banquiers britanniques. Donc toute une série de destinées d'États ne peuvent être expliquées que si on prend en compte le fait que la dette externe a opéré comme un mécanisme non seulement d'extraction de valeur, parce que les contrats favorisaient abusivement les prêteurs qui étaient des banquiers privés, mais aussi parce que la puissance publique des grandes puissances de l'époque qui cherchaient à soit agrandir leur domaine colonial avec l'Égypte ou la Tunisie, soit à subordonner des États nouvellement indépendants comme ceux d'Amérique latine sous une nouvelle forme, comme l'a fait la Grande-Bretagne à l'égard des pays d'Amérique du Sud. C'est par ce mécanisme-là et les contraintes imposées par les gouvernements des grandes puissances que la dette s'est transformée en une arme de soumission et de domination
des États. On pourrait aussi, et je ne manque pas de le faire, expliquer le sort différent de la Chine au XIXe siècle par rapport au Japon. La Chine s'est fortement endettée dans les années 1800, à partir des années 1820-1830, et est tombée sous la coupe des créanciers étrangers et des puissances étrangères, tandis que le Japon, qui a refusé de recourir à l'endettement extérieur, a pu, alors qu'il était une puissance tout à fait marginale et inférieure à la Chine, devenir une grande puissance à la fin du XIXe siècle et au cours du XXe siècle. Ce qui est aussi extrêmement important et que je montre dans ce livre, c'est la chose suivante. La question de la dette souveraine d'un pays comme mécanisme de domination, ce n'est pas simplement une contradiction du type centre-périphérie, pays impérialiste, pays colonisé. Il y a un élément fondamental que je mets en lumière dans le livre, c'est le rôle des classes dominantes locales. Les élites locales, les classes dominantes locales d'Amérique latine, ou de Grèce, ou de Tunisie, ou d'Égypte, ou d'autres pays, participent activement au système de la dette. Et c'est pour ça d'ailleurs que le système de la dette perdure. C'est pour ça que toute une série de régimes qui, depuis 2 siècles, de pays qui sont soumis à des contraintes terribles de la part de leurs créanciers, n'ont pas à leur tête des dirigeants qui veulent réellement rompre le cercle vicieux de l'endettement parce qu'ils en tirent profit. Et ceux qui prétendent rompre avec le système, comme un Thomas Sankara dans les années 1980 à la tête du Burkina Faso, ou comme Fidel Castro à la tête de Cuba, ou d'autres dirigeants qui ont prétendu rompre avec le système de la dette, ils ont été mis au banc de la communauté internationale, voire, dans le cas de Thomas Sankara, purement et simplement assassinés. Ce qui ne veut pas dire, ceci dit, et je retrace toute une série d'événements extrêmement importants dans ce livre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'actes de répudiation victorieux pris au cours du 19e, du 20e et du début du 21e siècle. Et c'est un élément très important du livre. Maintenant, juste encore un mot sur la Grèce naissante en 1830. Dans le livre, je reproduis une convention qui est très peu connue, une convention internationale qui a été signée le 7 mai 1832 à Londres entre le tsar de toutes les Russies, le monarque britannique, le monarque français, puisque la monarchie avait été rétablie en France, et le roi de Bavière, une convention internationale, un traité international qui s'appelle le traité international de création de l'État souverain grec. Donc 4 monarques, des plus conservateurs du continent, créent ensemble la Grèce et reconnaissent cette Grèce, alors que les dirigeants des années 1820 qui avaient emprunté à Londres étaient républicains et épris des idées des Lumières. Ces 4 puissances décident que la Grèce serait une monarchie, mettent à la tête de la Grèce un prince bavarois, Othon, qui a 15 ans, qui n'avait jamais mis les pieds en Grèce, qui ne connaissait pas un mot de grec, qui va se rendre en Grèce seulement 3 ans après la création de la Grèce indépendante. Et cet emprunt contracté par la Troïka à Paris via la banque Rothschild, 4/5 de cet emprunt ne vont jamais arriver dans le trésor public de cette monarchie grecque. 80% va servir d'une part à la commission prise par Rothschild, deuxièmement par les intérêts perçus anticipativement par la Troïka sur les 5 premières années de remboursement de cette dette, troisième montant défalqué du crédit octroyé à la Grèce, la création d'une armée grecque en Bavière
où on a recruté 3500 mercenaires et dont on a payé le solde avec l'emprunt grec réalisé à Paris et le transport du roi des Grecs, Othon, prince de Bavière, et de son gouvernement, tous ministres allemands, qui se sont installés en Grèce pour faire fonctionner l'État, avec dans cette convention de 1832, l'article 12 qui dit « Toutes les recettes de l'État grec doivent servir en priorité au remboursement de la dette. » Ce qui, de nouveau, doit attirer notre attention sur l'importance de prendre connaissance de ce qui s'est passé réellement dans l'histoire. Si on veut comprendre ce qui s'est passé à partir de 2010 et ce qui se passe tous les jours sous nos yeux à l'égard de la Grèce, est permis, on peut le comprendre, si on le resitue dans son cadre historique de domination. Et c'est aussi, si on veut combattre cette domination, il faut connaître l'histoire. Ou sinon, on se fait prendre au jeu des créanciers en croyant que ça arrive pour la première fois. J'ai parlé des classes dominantes locales. En fait, les classes dominantes locales sont favorables à l'endettement extérieur de leur État et à l'endettement interne, ce qu'on appelle la dette flottante ou la dette domestique, parce que ça permet aux classes dominantes locales de payer moins d'impôts, l'État se finance par la dette, et ça c'est encore vrai, bien sûr, dans la France de Macron, où les élites sont évidemment favorables au financement d'une partie du budget de l'État par la dette publique, dont ils se portent d'ailleurs acquéreurs, et qui est générée notamment par un phénomène qui existe depuis 2 siècles, c'est-à-dire qu'en recourant à la dette publique, ça permet de limiter le recours à l'impôt sur la fortune ou sur les hauts revenus. On peut financer par d'autres moyens. En empruntant d'ailleurs aux riches l'argent qu'on aurait dû prélever par l'impôt. Et évidemment, pour les riches, c'est un investissement, une rente tout à fait intéressante. Alors, je vous ai dit que dans le livre, je parlais d'exemples de répudiation. La première répudiation moderne d'une dette publique, elle intervient, figurez-vous, aux États-Unis. Dans 4 États des États-Unis, le Michigan, l'Arkansas, la Floride, le Missouri, la population se rebelle contre les gouverneurs des États en question et dénonce le fait que ces gouvernements locaux, ces gouverneurs, ont contracté des dettes publiques auprès de banquiers locaux ou internationaux véreux pour réaliser des travaux publics qui ne servent pas l'intérêt de la population. Et dans ces États qui avaient encore une tradition révolutionnaire, celle de 1776, il y a une capacité des citoyens, évidemment ceux d'origine blanche, puisque les autres étaient en voie d'extermination, mais une capacité des citoyens à remettre en cause la politique illégitime de leurs dirigeants et de mettre en place de nouveaux dirigeants qui prennent des actes de répudiation pure et simple des dettes que leurs prédécesseurs ont contractées. Les banquiers qui avaient prêté aux prédécesseurs sont allés devant la Cour suprême des États-Unis et ont été déboutés car la Cour suprême des États-Unis a entendu les arguments des nouveaux gouvernants représentant la population et a dit que la puissance publique ne pouvait pas être jugée par un tribunal à la demande d'entreprises privées et donc de banquiers. Ce qui a bien changé depuis, puisque tous les traités, et notamment ceux contre lesquels on lutte maintenant, comme le CETA, le TAFTA, etc., veulent justement confirmer la capacité des entreprises privées de pouvoir soumettre les États à des procès, de les faire condamner
et de les mettre à l'amende. Donc ça, c'est la première répudiation de 1837. La deuxième répudiation, elle intervient au sud. Elle intervient au sud des États-Unis. C'est le Mexique qui, en 1861, répudie, c'est un président d'origine native, un zapotèque, Benito Juárez, qui a aussi des idées tout à fait modernes, séparation de l'Église et de l'État, vente des biens de l'Église pour développer l'industrie et l'agriculture, généralisation de l'enseignement primaire gratuit, public. Tout cela, toutes mesures qui sont contestées par des conservateurs au Mexique, qui renversent le gouvernement légal et reçoivent des financements de banquiers français. Lorsque Benito Juárez, après 3 ans de lutte, revient au pouvoir avec le soutien de la population, il répudie les dettes contractées par les usurpateurs conservateurs en disant que ce sont des dettes odieuses au peuple, illégitimes aux yeux du peuple. Et cela entraîne ou donne prétexte à Napoléon III pour lancer une expédition militaire à partir de la France contre le Mexique et tenter d'envahir le Mexique à partir de janvier 1862. Il y aura jusqu'à 35 000 militaires envoyés par la France au Mexique. Ces militaires mettront 1 an pour arriver à la capitale Mexico et placer sur le trône un prince autrichien, Maximilien d'Autriche, intronisé empereur du Mexique. Il sera renversé et les troupes françaises seront évacuées du territoire par Benito Juárez en 1867. L'empereur Maximilien d'Autriche sera fusillé par les républicains mexicains et Benito Juárez et son gouvernement répudieront pour une deuxième fois les dettes contractées par le régime usurpateur, celui imposé par Bonaparte. Et donc on a eu une première répudiation en 1861, une intervention militaire, la défaite de l'intervention militaire, une nouvelle répudiation en 1867, et là, totalement victorieuse. Au point que la France, qui est affectée par cette répudiation, va néanmoins reconnaître dans les années 1870 le nouveau pouvoir et va abandonner sa réclamation de récupérer les dettes qui ont été répudiées par Benito Juárez. En fait, le Mexique a eu une longue tradition de répudiation de dettes. Il y a eu de nouvelles répudiations de dettes en 1883. Et puis, lorsqu'on a eu la merveilleuse épopée révolutionnaire de Emiliano Zapata et Pancho Villa, la révolution mexicaine qui a démarré en 1910, début 1914, le pouvoir révolutionnaire mexicain répudie la dette contractée par le régime antérieur de Porfirio Díaz et de Victor Huerta. Et ça amène à un triomphe du Mexique face aux banquiers, notamment la grande banque américaine, la principale banque américaine encore aujourd'hui, JP Morgan, une renonciation de la part des banquiers américains à recouvrir leurs dettes par un acte, je dirais, de capitulation face au Mexique en 1942, alors que le Mexique avait mené de profondes réformes sociales, comme la nationalisation du pétrole en 1936 et la redistribution de 16 millions d'hectares de terre aux populations indiennes du Mexique à la même époque, ainsi que la nationalisation des chemins de fer. Je mentionne avec quelques détails cela, parce que vous n'avez absolument jamais entendu parler de ça au cours des cours d'histoire que vous avez reçus, et vous n'avez pas pu lire cette histoire-là dans vos manuels à propos de ce qu'a fait Napoléon III. D'ailleurs, dans le dernier numéro de Fakir, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont
l'ont ici. Il y a 2 pages que nous avons écrites comme CAD thème avec un encadré sur ce que disait Victor Hugo en faveur des révolutionnaires mexicains de 1867 et contre Napoléon Bonaparte, des phrases tout à fait intéressantes de Victor Hugo. Il y a eu également une répudiation de dette lorsque Abraham Lincoln, à la tête des États du Nord des États-Unis, viennent à bout de la rébellion de la Confédération des États du Sud esclavagistes, ce qu'on appelle le 14e amendement de la Constitution des États-Unis dit la chose suivante. Les États de la Confédération, donc les sudistes, qui veulent réintégrer l'Union, doivent préalablement avoir répudié leurs dettes. Sinon, ils ne peuvent pas rentrer dans l'Union. Parce que les dettes qu'ils ont contractées ont servi à mener une guerre contre la population du Nord et pour maintenir le régime esclavagiste. En conséquence, c'est une dette illégitime et odieuse. Et c'est dans le 14e amendement de la Constitution des États-Unis qui indique aussi que les propriétaires d'esclaves affectés par l'abolition de l'esclavage ne pourront pas prétendre à de quelconques indemnités de la part des États où ils résident. Parce qu'évidemment, il y avait un risque que les racistes reviennent au pouvoir après la guerre de sécession dans les États du Sud et indemnisent les propriétaires d'esclaves, ce qui a été banni par la Constitution, par le 14e amendement de la Constitution américaine. Je pourrais vous parler également de la répudiation des dettes en 1898 lors du conflit qui mettait en présence Cuba, l'Empire espagnol et les États-Unis, mais je n'ai pas le temps ici. Et comme dernier exemple, alors qu'il y en a pas mal d'autres, je mentionnerai ce qui est intervenu il y a exactement un siècle et quelques mois. En février 1918, la Russie soviétique décide de répudier toutes les dettes contractées par le régime tsariste. L'essentiel de ces dettes était contracté en France. La principale banque qui vendait des titres russes, c'était le Crédit Lyonnais, qui pendant 30 ans qui ont précédé la répudiation ont tiré 30% de ses revenus, le Crédit Lyonnais, de la gestion des emprunts russes. Et sûrement, beaucoup d'entre vous, ici, sur cette pelouse, savent que la question des emprunts russes ont touché la France et leurs grands-parents, peut-être, ou même eux-mêmes, ont encore entendu parler de ces titres russes qui ont été répudiés donc par un décret du gouvernement soviétique et du Congrès des Soviets en février 1918. Et ça venait de loin. Lors de la première révolution russe de 1905, le soviet de Pétrograd, capitale de la Russie tsariste, avait proclamé que les dettes contractées par le tsar étaient illégitimes et que tout qui continuerait à financer l'empire tsariste à partir de l'étranger serait confronté tôt ou tard, en cas de réunion d'une assemblée constituante, serait confronté à un acte de répudiation. Et donc la France était prévenue, les gouvernants français étaient prévenus, mais néanmoins extrêmement fâchés et agressifs face à cette décision soviétique. En janvier 1918, figurez-vous, l'État français, alors que le gouvernement soviétique avait commencé par suspendre le paiement de la dette en novembre-décembre 17, juste après la victoire révolutionnaire, avant de procéder à la répudiation, c'est l'État français qui a payé le coupon russe aux résidents français de l'année 1918 et a ensuite envoyé ses troupes à partir de l'été 1918 pour envahir la Russie soviétique, ce qui a provoqué la mutinerie des marins de la mer Noire, notamment sous le leadership d'un certain Marty,
qui est devenu par la suite un des dirigeants de la résistance armée ici en France et des FTP, et a été un ministre communiste à la Libération après la Deuxième Guerre mondiale. Ce martyr, quelque part, son baptême du feu, c'est la mutinerie contre l'intervention française, commanditée par Poincaré en 1918, et l'autre figure connue de la résistance, Charles Tillon, lui-même, s'est mutiné en Grèce, dans l'armée, dans la marine française, parce qu'il refusait avec ses compagnons marins que le bateau soit dirigé vers Odessa pour soutenir l'intervention française en Russie. Donc l'agression française, la réaction était très forte. La Russie soviétique a tenu bon, a maintenu son acte de répudiation de dette, et au cours des années 1920, à partir de 1924-1925, les États créanciers, les uns après les autres, ont octroyé des crédits à l'Union soviétique qui venait de se créer. On passait de la Russie soviétique à l'Union soviétique parce qu'ils voulaient, malgré la répudiation, ne pas perdre un grand marché avec 150 millions d'habitants. Et donc toute une série d'États, pas parmi les premiers la France, mais à commencer par la Grande-Bretagne, ont octroyé des crédits à la Russie pour que la Russie puisse acheter des équipements à leurs industriels. Et finalement, la Russie soviétique s'en est très bien tirée de ce point de vue-là. Bien sûr, cette répudiation montre aussi une chose, c'est qu'une annulation, une répudiation de dette n'est pas du tout suffisante. Il faut toute une série d'autres mesures. Et il faut la démocratie politique. Et ce n'est évidemment pas le régime de Staline qui a apporté ou qui a répondu à ces critères. Et cette victoire a été perdue pour le peuple d'Union soviétique par la tragédie stalinienne et la dégénérescence criminelle du régime soviétique. Et c'est alors, après l'implosion de l'Union soviétique, c'est Yeltsin qui va finalement passer un accord avec la France en 1997 pour indemniser les détenteurs de titres russes. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc c'était il y a 21 ans. Et là, la Russie, pas la Russie soviétique, la Fédération de Russie de Yeltsin, avec comme ministre des Finances un certain Poutine, a indemnisé les détenteurs de titres français à concurrence de 1% du montant réclamé par ces détenteurs de titres, ce qui est quand même la démonstration, y compris à ce niveau-là, d'une victoire possible face aux créanciers. Et donc, j'arrive à la fin en disant, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, si j'ai encore 5, ben ça tombe bien. Il y a toute une série de développements que je fais dans le livre que je n'ai pas pu traiter ici. Donc j'espère vous convaincre d'acquérir et surtout de lire ce livre qui est à votre disposition là à la librairie. Mais de toute cette succession de conflits autour de la dette et d'actes de répudiation est née une doctrine juridique internationale, ce qu'on a appelé la doctrine de la dette odieuse. Là aussi, c'est intéressant de noter que c'est à l'origine un juriste russe, pro-tsariste. Il avait été professeur de droit à l'université de Petrograd dans les années qui ont précédé la révolution russe. Ce professeur de droit, qui s'appelait Alexander Sak, s'exile à Paris après la victoire soviétique, est tout à fait opposé à la décision des soviets de répudier la dette tsariste, et il est traumatisé par cet acte de répudiation. Alors il commence à, comme juriste, étudier tous les conflits qu'il y a eu autour des dettes souveraines au cours des deux siècles qui ont précédé le moment où il a accompli son travail et où il l'a publié en 1927 à Paris. Donc il étudie 2 siècles de litiges sur la dette, il prend en compte toutes les répudiations et il en tire une doctrine. La doctrine est la suivante. En principe, même en cas de changement de régime, le nouveau régime doit
assurer le paiement des dettes contractées par le régime antérieur, qu'il soit un régime despotique ou pas, le régime antérieur. Mais dit Alexander Sachs qu'il y a une exception. Si deux conditions sont remplies, cette dette peut être réputée odieuse et répudiée. Et elle peut être réputée odieuse si on peut démontrer que la dette a été contractée contre l'intérêt de la population. Et que deuxièmement, les créanciers étaient informés ou auraient dû faire le nécessaire et n'ont pas pu prouver qu'ils ont fait le nécessaire pour vérifier l'usage qui serait fait des montants empruntés. C'est une doctrine tout à fait intéressante. Et intéressante y compris parce qu'elle provient d'un juriste conservateur et qu'on ne peut pas reprocher à cette doctrine, donc, d'être le produit d'un cerveau gauchiste complètement marginal. Elle se base en plus sur toute une série d'arbitrages internationaux, parce qu'il y a eu des arbitrages internationaux et des sentences internationales disant qu'effectivement des dettes étaient odieuses. Par exemple, dans le traité de Versailles que j'aborde, pas que j'adore, mais que j'aborde, celui de juin 1919, là, les vainqueurs font mettre dans le traité que les dettes contractées par l'Empire allemand pour coloniser la Pologne, qui est restituée dans son existence par le traité de Versailles, puisque la Pologne avait disparu comme État indépendant, parce qu'une partie avait été prise par la Prusse et l'autre partie avait été prise par l'Empire tsariste dans les décennies qui avaient précédé la Première Guerre mondiale, eh bien, la Pologne est restituée dans son existence comme État indépendant, et il est dit dans le traité de Versailles, la dette contractée par l'Allemagne pour coloniser la Pologne ne peut pas être mise sur le dos de la Pologne indépendante. De même, les dettes contractées par l'Allemagne pour coloniser les populations africaines qu'elle a colonisées, à savoir la Namibie de l'époque, le Cameroun, le Togo, le Burundi, Rwanda, le Tanganyika, toutes ces populations ne peuvent pas être rendues responsables des dettes contractées par l'Allemagne pour les coloniser. Ce qui était évidemment là, quand ça intéresse les puissances victorieuses qui combattaient l'Allemagne, d'utiliser un principe comme la dette odieuse et quelque part le droit des nations à l'autodétermination, qui était complètement à l'encontre de leur politique internationale, puisque eux-mêmes étaient des puissances impérialistes, mais ça les a intéressés de le mettre dans le traité de Versailles pour leur intérêt du moment. Et nous, ça nous intéresse que ça se sache et que ce soit connu, parce que c'est caché systématiquement. C'est ainsi que quand le Congo belge est devenu indépendant en 1960, ou quand une partie de l'Afrique occidentale française a conquis son indépendance ou a obtenu son indépendance, la France et la Belgique ont mis sur le dos de nouveaux États indépendants dans les années, fin des années 50, début des années 60, les dettes coloniales. Et si les nouveaux dirigeants avaient pu s'appuyer sur une connaissance juridique internationale et demander l'application des mêmes principes de droit qui avaient été appliqués précédemment, ils auraient pu justifier un rejet. Ce que, ceci dit, la direction algérienne a fait. L'Algérie a refusé de payer la dette qui était réclamée par la France après l'indépendance de 1962. Et donc, du point de vue du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, cette doctrine de la dette odieuse, nous nous appuyons sur elle en disant qu'elle doit être actualisée, mais qu'elle doit être surtout mise largement en application. Et que si on l'applique, par exemple, à la Grèce depuis le mémorandum de 2010, on se rendra compte que la dette qui est réclamée au peuple grec aujourd'hui et qui entraîne un approfondissement de la tragédie humanitaire dont souffre le peuple grec, cette dette peut être qualifiée très clairement de dette odieuse, car elle est contractée contre l'intérêt de la population grecque et
que les créanciers, à savoir les créanciers de la Troïka, sont parfaitement au courant de l'usage qui est réellement fait des crédits qui sont octroyés à la Grèce. D'où, effectivement, l'importance de faire rentrer dans l'actualité, dans les combats actuels, des données historiques fondamentales pour appuyer des actes souverains, légitimes, de gouvernements de gauche qui, nous l'espérons, malgré la capitulation honteuse de Tsipras il y a exactement 3 ans, nous espérons que malgré cela, de nouvelles forces de gauche viendront dans les années qui viennent au pouvoir gouvernemental en France. Et nous espérons bien que cette fois-ci, elles auront le courage de désobéir aux créanciers et de représenter fidèlement l'intérêt des citoyens et des citoyennes qu'ils représentent. Merci beaucoup pour votre attention.